J'ai lu beaucoup d'histoires de rencontres avec l'inexplicable, l'étrange, le paranormal. Des histoires surprenantes ou parfois flirtant avec l'horreur. Je me suis donc dit que j'allais partager avec vous ma propre histoire. Les événements que je vais vous raconter se sont déroulés il y a de cela plusieurs années, mais elles sont encore gravées en moi. J'ai déménagé à plusieurs reprises durant mon enfance. C'est étrange d'y repenser maintenant que je suis adulte, et c'est surtout étrange de réaliser que ce que j'ai vécu dans cette maison ne m'a pas perturbé dans la construction de l'homme que je suis désormais. La maison dont je parle est la troisième dans laquelle j'ai habité. Après avoir quitté cette maison des horreurs, nous avons déménagé dans une ville où nous avons vécu une dizaine d'années avant de vivre dans notre maison actuelle. La maison que ma famille avait choisie était étrange. C'était ce que je pensais en tant qu'enfant, mais également en tant qu'adulte. Je n'ai jamais demandé pourquoi ils avaient choisi cette maison particulièrement, mais j'imagine qu'elle avait quelque chose. Elle était située dans ce genre de village où il y a une grande route qu'il traverse, et des maisons, ça et là. Cette maison était vraiment éloignée des autres. Elle se trouvait à peine dans le village. Elle avait l'air d'être nulle part, ou d'être ailleurs. Il y avait une route qui passait devant, un champ gigantesque devant, mais tout le reste, c'était que de la forêt. Dès le départ, je n'ai pas apprécié cette demeure. J'avais la sensation qu'il y avait quelque chose d'anormal. Mais, évidemment, n'étant qu'un enfant, on m'a dit que je m'habituerais à la maison, que c'était normal, que j'aimais l'ancienne et que je m'y sentais bien. C'était une grande maison, et par grande je veux dire que chaque pièce de la maison était énorme. Il y avait 2 grandes chambres, 2 salles de bain, une énorme cuisine et un salon tout aussi imposant. On aurait cru qu'on avait pris une maison normale et qu'on l'avait étirée jusqu'à ce qu'elle fasse 2 à 3 fois sa taille d'origine. Évidemment, j'ai de bons souvenirs dans cette maison, mais c'est principalement des anniversaires ou des réunions de famille. La nuit, c'était autre chose. Je n'arrivais pas à dormir. Pas du tout. Mes parents ont rigolé parce que, me sentant vraiment mal, j'en pleurais en plein milieu de la nuit. Ils en rigolent encore aujourd'hui, alors même que ils ont eux-mêmes vécu des choses. Certes, des choses bien plus effrayantes que moi. Quand la nuit arrivait, j'entendais des bruits de pas et d'autres sons que je ne savais pas identifier. La première rencontre, ou en tout cas de ce que mes parents ont dit, c'est ma mère qui l'a vécu. Elle a eu un rêve glaçant, une nuit après être restée tard au travail. Elle avait rêvé que, pendant la nuit, une femme apparaissait pendant son sommeil, l'observant endormie, et lui disait qu'elle avait quelque chose à lui dire, mais qu'elle ne pouvait pas encore le lui dire. Je ne me souviens pas des détails particuliers de la femme, mais de ce que je me souviens de la description qu'elle m'en a faite, et des sensations qu'elle a expliquées, elle devait être terrifiante. Mon père avait lui aussi vécu quelques expériences étranges. En rentrant à la maison après le travail une nuit, il a décrit avoir vu une sorte d'orbe, une lumière vive flottant au-dessus de la route. Et cet orbe l'aurait suivi jusqu'à la maison alors qu'il conduisait, avant de tout simplement disparaître. Il avait travaillé tard cette nuit-là, ça avait été une nuit de garde difficile à l'hôpital, alors il n'avait pas vraiment prêté attention en se disant qu'il était simplement extrêmement fatigué. Cependant, il se rappelle également avoir fait des rêves étranges, similaires à ceux de ma mère. Il était étendu sur son lit. Alors qu'il ouvrait les yeux, il voyait au milieu de la fenêtre, flottant dans les airs, à côté de lui, un bébé
assis en croisant les jambes. Je ne me souviens pas de la cause de notre départ, mais ça peut être en lien avec ce que je vais vous raconter maintenant. Nous avions un chiot qui n'avait que quelques mois. Un petit chiot, joueur. Il lui arrivait de pleurer en pleine nuit, comme moi, quand je me retrouvais seul, face à mes peurs, dans cette maison perdue dans un autre monde. Une nuit, ma mère fut réveillée par un étrange bruit contre une fenêtre. Et notre chiot pleurait, et semblait vraiment effrayé. Le truc, c'est que cette fenêtre était en fait une grande baie vitrée, qui faisait tout l'arrière de la maison. Cela partait de ma chambre jusqu'à la chambre de mes parents de l'autre côté. Je n'étais pas réveillé quand c'est arrivé, mais ma mère nous l'a décrit comme le bruit de quelqu'un qui aurait fait glisser un bâton ou quelque chose tout du long des fenêtres, en partant de ma chambre jusqu'à un peu avant sa chambre. Elle a appelé la police et a réveillé mon père. Elle était effrayée. Dans l'obscurité, le couloir entre la chambre de mes parents et le salon ressemblait à un long couloir sans fin, comme la route qui passait devant la maison. Ma mère n'osait pas s'y aventurer seule après avoir entendu ce bruit, et peu après, on déménageait. La semaine de notre départ, mes parents eurent quelques informations sur la maison. Dans un petit magasin, on expliqua à ma mère qu'il y avait beaucoup de gens qui emménageaient, mais que personne ne restait très longtemps. En mettant les derniers cartons dans la voiture, mon grand-père, qui nous aidait, a entendu un bruit étrange venant de la maison. Ce n'était pas un bruit, c'était plutôt une voix. Enfin, un pleur de bébé. On a fini de mettre les affaires dans la voiture, et nous sommes partis, sans regarder en arrière. J'ai grandi dans une maison des années 40 dans le Midwest des États-Unis. Bon, déjà j'ai envie de dire que tout le Midwest est particulier. Il y a une énergie étrange ici. Mais c'est plus étrange encore quand tes parents collectionnent plein de vieux trucs. Tu traverses ta maison et tu es entouré de trucs qui sont tous super vieux. Les publicités des années 20, des coiffeuses victoriennes. Autour de la maison, mon père avait installé une barrière métallique qui venait d'un vieux cimetière. Je vais pas mentir, c'était bizarre. Mais c'est là où j'ai grandi. C'était ma maison. Mais parfois, la maison paraissait étrange. Je ressentais des choses que personne d'autre ne ressentait. Il y avait un long couloir qui traversait la maison et passait devant ma chambre. Ce couloir me fichait les jetons. J'y avais toujours la sensation d'être observé. Surtout tard la nuit, passant un œil hors de la couverture de mon lit. Un lit du 19e siècle d'ailleurs. Il appartenait à un capitaine dont la fille avait fait ses études dans la ville. Elle utilisa ce lit plus tard pour contacter sa fille quand elle est morte. Je ne l'ai appris que plusieurs années plus tard. L'expérience la plus étrange que j'ai vécue dans ma chambre fut quand j'avais 9 ans. Cette nuit-là, je me suis réveillé, il devait être 1h et demie du matin. Rien ne paraissait étrange, mais j'ai levé les yeux et il y avait une fille au milieu de ma chambre. Au début, j'ai cru que c'était ma sœur, mais en faisant attention, j'ai compris que ce n'était pas elle. Elle devait avoir 4 ou 6 ans. Elle était légèrement translucide, avec une chemise de nuit victorienne, avec de longues manches et un lacet pour la fermer. Elle avait de très longs cheveux et faisait face à la fenêtre. Même si elle était translucide, elle avait comme des reflets bleutés. C'était peut-être la lune qui provoquait cela. Elle se dirigea vers les poupées que j'avais à côté de la fenêtre et commença à les toucher. Je n'avais pas vraiment peur, je lui ai demandé si elle aimait mes jouets. À ce moment, elle s'est retournée vers moi, comme si elle se rendait compte que j'étais là, et elle s'est précipitée vers la porte, disparaissant avant même de l'atteindre. Pendant des années, mes parents se sont moqués de la petite fille morte de ma chambre.
Il ne voulait pas y croire ou penser que j'avais dû rêver, mais je sais ce que j'ai vécu. On pense qu'on a peur quand quelque chose comme ça arrive, mais j'étais calme. C'était presque apaisant. Il y avait une fenêtre dans la maison que mes parents avaient achetée en 2009. Bon, ok, il y avait plusieurs fenêtres. Mais il y en avait une qui était particulière. Une fenêtre qui n'aurait pas dû être là. Elle était dans la cave. Au début, nous ne l'avions pas remarquée car elle était obstruée par des morceaux de bois qui commençaient lentement à se détacher. C'était une maison à remettre en état. Mon père a donc retiré le bois qui bloquait la fenêtre. La fenêtre était ovale. Si vous essayez de regarder au travers, vous ne verrez que de la brique. C'était très étrange. Même mon père et ma mère étaient perplexes en voyant ça. Et ça, c'était à une époque où je pensais que mes parents savaient tout sur tout. Donc pour moi, qu'il n'ait aucune explication à ça, c'était incroyable. Mon frère, Adam, ma sœur, Margot, et moi-même, nous étions fascinés par cette petite fenêtre. On aimait s'asseoir dans la cave et l'observer, inventant des histoires à son sujet. Des histoires à base de fées, de magiciens, de terres lointaines et magiques. Parfois, on imaginait plutôt des histoires effrayantes, à base de fantômes et de gobelins. La plupart du temps, on était dans un entre-deux. Le temps passant dans la maison, Margot et moi, nous nous sommes lassés de cette petite fenêtre. Il y avait beaucoup d'autres choses à découvrir dans cette vaste maison, mais Adam, lui, il était obsédé par cette fenêtre. Il n'arrêtait pas de nous demander de jouer avec lui dans la cave pour qu'on joue autour de la fenêtre. Il était fatigant à ce sujet, comme les petits frères savent l'être. Alors que Margot et moi explorions le grenier, le grand placard et la cabane dans les bois derrière la maison, Adam restait dans la cave. On trouvait ça bizarre, mais nos parents nous ont dit qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète. Un jour, peut-être un mois après que l'on ait emménagé dans la maison, je suis descendu à la cave chercher Adam pour aller manger. Je l'ai trouvé les yeux fermés, comptant à haute voix. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, il me répondit qu'il jouait à cache-cache. Je lui ai demandé avec qui. Il dit qu'il jouait avec la petite fille dans la fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre, mais je n'y ai vu personne. Seulement le mur de briques derrière. Je lui ai dit que je n'y voyais personne, il m'expliqua que c'était le principe du jeu. Elle devait se cacher. Donc, c'était normal que je ne voie personne. Puis, il commença à monter les escaliers. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit que c'était l'heure de manger. Je lui ai demandé s'il ne jouait plus, il m'a répondu que c'était ça le jeu. S'il restait là à observer, elle ne sortirait jamais. Il devait la prendre par surprise. J'ai trouvé ça très bizarre. J'ai lancé un dernier regard par la fenêtre, alors qu'il montait les escaliers, mais je ne voyais toujours rien. Je me suis dit que Adam se moquait de moi. J'ai surpris Adam jouer à cache-cache devant la fenêtre plusieurs fois, durant les semaines qui suivirent. Il m'a dit que c'était le jeu auquel il préférait jouer. Il a essayé de faire jouer Margot avec lui, mais elle non plus ne voyait personne et ça l'a particulièrement frustrée. Elle voulait jouer au vrai cache-cache, et on y jouait de temps en temps, mais Adam n'aimait pas beaucoup être éloigné de la fenêtre très longtemps. À ce moment, papa et maman commençaient à s'inquiéter. Adam passait un temps fou dans la cave, et ce n'était pas bien pour un enfant de passer autant de temps ainsi dans le noir. Ils voulaient qu'il sorte, qu'il joue avec nous et les enfants des environs. Parfois, ils allaient le sortir eux-mêmes de la cave. Ils n'étaient pas contents, mais ils finissaient par sortir et jouer avec nous. Tranquillement, il sembla être moins attaché à la fenêtre. Les choses continuèrent sur ce chemin pendant quelque temps,
jusqu'à une nuit de juillet. Tout le monde dormait, papa et maman dans leur chambre, Margot et moi dans la chambre qu'on partageait, et Adam dans la chambre à côté de la nôtre. Margot s'était levée dans la nuit pour boire un verre d'eau dans la cuisine. Alors qu'elle buvait son eau, elle vit un homme devant la porte de la cave. Elle nous expliqua plus tard qu'il était grand, avec de longs cheveux noirs. Il était trempé, l'eau ruisselait de son corps jusqu'au sol de la cuisine. Il avait des yeux globuleux qui semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. Et ils étaient totalement blancs, comme s'il y avait quelque chose par-dessus. Sa mâchoire était entr'ouverte, montrant des dents pourrissantes. Sa peau était d'un bleu-gris et pendait au niveau des articulations. Elle hurla jusqu'à ce qu'on soit tous dans la cuisine. À cet instant, tout ce qu'elle put nous dire était qu'elle avait vu un homme devant la porte de la cave, la porte qui était encore ouverte à cet instant. Maman nous emmena dans leur chambre pendant que papa appelait la police. Ils ont fouillé la maison pendant que maman essayait de calmer Margot, mais elle n'arrêtait pas de pleurer. Je me souviens qu'Adam était étrangement silencieux, le visage particulièrement pâle. Je pensais qu'il était mal à l'aise par les pleurs de Margot. La police ne trouva rien, aucune trace d'effraction, ni preuve que qui que ce soit rentré. Ils se sont assis avec Margot et ont discuté avec elle, essayant d'avoir une description de l'homme. Elle n'était pas capable de tout ressortir à ce moment, mais elle donna suffisamment de détails pour qu'ils disent qu'elle avait fait un mauvais rêve. Margot insista qu'elle était certaine de ne pas avoir rêvé. Elle était si perturbée qu'elle refusa de dormir dans notre chambre. Elle insista pour dormir dans la chambre de nos parents, avec eux. Eux étaient plutôt contents qu'il n'y ait pas eu d'intrus dans la maison. Après nous avoir fait du chocolat chaud et nous avoir détendus avec des cartoons, ils nous ont recouchés. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Tôt le matin, Adam me rejoignit dans ma chambre, et je pouvais dire, en voyant ses yeux, qu'il n'avait pas bien dormi non plus. Il me dit qu'il avait besoin de me parler. Je me suis assis et je lui ai fait signe de s'asseoir sur mon lit. Il me dit qu'il connaissait cet homme. Je lui ai demandé de répéter, il connaissait cet homme. « Pourquoi tu ne lui as pas dit ?» demandai-je. Il me répondit que c'était parce qu'il venait de la fenêtre. Il y avait tout un groupe de gens dedans, vivants à l'intérieur. L'homme, la fille, la femme, le bébé. Ils sont beaucoup. Il m'expliqua qu'il ne pensait pas qu'il pouvait sortir de la fenêtre, parce que la fille lui avait dit qu'ils étaient bloqués. Il se disait qu'ils sortaient pour le chercher, parce qu'il avait arrêté de jouer avec eux. Je me sentais trembler alors que j'essayais de le contredire, de lui dire de ne pas faire ce genre de blague, mais il insistait. C'était la vérité. Alors qu'il commençait à s'énerver, je lui ai dit qu'on irait demander à nos parents de barrer à nouveau la fenêtre, pour qu'il ne puisse plus sortir. Il sembla se calmer. Je lui fis également promettre de ne plus retourner jouer dans la cave. Il accepta. Il passa le reste de la nuit dans le lit de Margot. Le jour suivant, nous demandions à nos parents de barrer la fenêtre. J'ai demandé à Adam de ne rien dire aux parents au sujet des gens dans la fenêtre, car je savais qu'ils ne nous croiraient pas. Les adultes ne croient jamais les enfants sur ce genre d'histoire. Nous avons seulement dit que la fenêtre nous faisait peur, et que on ne l'aimait pas, qu'on voulait qu'il la bloque. Ils étaient surpris, mais nous avons demandé à Margot d'insister, car on avait vraiment peur, ce qui poussa nos parents à se dire que c'était peut-être l'origine de ce cauchemar qu'elle avait fait, et ils barricadèrent la fenêtre. Quand ils eurent fini, ils nous ont montré le résultat. Adam soupira de soulagement. Nous pensions que c'était terminé. Pendant quelques jours après que nos parents aient barricadé la fenêtre, ça a eu l'air
effectivement terminé. Margot n'avait plus de cauchemars. Adam se sentait mieux, plus relaxé. Il évitait la cave comme la peste, mais nous le faisions tous. Tout se passait bien jusqu'à cette nuit d'août. Je me suis réveillé avec une sensation étrange. Je n'étais pas certain de ce qui m'avait réveillé jusqu'à ce que je voie Margot et Adam à côté de mon lit. Margot était en pleurs et Adam n'était pas très loin derrière. Adam me regarda avec un regard terrifié avant de me dire qu'il y avait quelqu'un dans la cave. Je lui ai demandé s'il y était allé alors que nous nous étions promis de ne plus y aller. Il m'expliqua qu'il était allé aux toilettes et qu'il avait entendu du bruit dans la cave. Il voulait que j'aille voir. Les joies d'être le plus âgé d'une fratrie. J'aurais dû réveiller nos parents, mais je n'avais que 10 ans. J'avais peur que, si je les réveillais pour rien, ils nous auraient disputés. À la place, j'ai attrapé ma lampe torche, Winnie l'ourson, et je suis passé devant mon frère et ma sœur, direction la porte de la cave. Adam avait raison. Il y avait du bruit. Un fort bruit de grattement remontait le long de l'escalier et résonnait à travers la porte de la cave. J'ai senti Margot s'agripper à mon pyjama. Adam me demanda si c'était eux. Je ne voulais pas croire que ça puisse encore être la fenêtre. Papa et maman l'avaient barricadée, donc j'ai dit que ça devait être un raton laveur. Je leur ai dit de rester là, et ils s'agacèrent. Ils ne voulaient pas rester là. Ils se sentaient pas bien. Ils préféraient descendre avec moi. Avec eux derrière moi, ma lampe torche à la main, nous sommes descendus discrètement. Sur le coup, rien ne semblait changer d'habitude dans la cave. Mais le bruit de grattement devenait de plus en plus fort. Ça ne me prit pas beaucoup de temps pour que je comprenne que ce bruit de grattement provenait de la fenêtre. Je me suis rapproché pour regarder. Les planches sur la fenêtre semblaient bouger légèrement, comme si quelque chose appuyait dessus de l'autre côté. Puis, tout se passa très vite. D'abord, un coup très violent contre le bois fit vibrer toute la fenêtre. S'ensuivit des vibrations soutenues. Il était très clair que quelque chose essayait de passer à travers la fenêtre et le bois. Quand j'ai vu les morceaux de bois tomber, j'ai compris que la barrière entre eux et nous allait se briser d'un instant à l'autre. J'ai appelé Adam et Margot et je leur ai dit de remonter directement prévenir papa et maman. À peine avais-je fini ma phrase que le bois céda et tomba de la fenêtre. Je n'ai eu le temps que de me retourner et de voir cette main bleu grisâtre aux doigts ensanglantés sortir du verre. Mais le verre paraissait liquide, comme la surface d'un lac. Cette main se referma sur mon poignet et m'approcha de la fenêtre. Je me suis mis à hurler quand l'avant de mon bras se retrouva plongé dans la fenêtre. Je ne remarquai même pas les hurlements d'Adam et de Margot appelant nos parents. Je ne ressentais que la glaciale morsure de je ne sais quel mal qui me lacérait le bras. Je sentais de la glace se solidifier autour de mes os et déchirer ma chair de l'intérieur. Le froid remontait le long de mon bras jusqu'à ma poitrine. J'en ai perdu mon souffle et ma voix. La chose qui agrippait mon bras tirait et tirait, mais j'étais bloqué par les planches de bois restantes. Je sentais le bois qui pliait et craquait alors que la créature insistait toujours plus. J'ai senti plus qu'entendu une sorte de et soudainement, la douleur dans mon bras devint 10 fois pire. J'ai retrouvé ma voix et j'ai hurlé de plus en plus fort. Je ne me suis pas arrêté alors que j'ai senti mon père m'attraper par la taille et m'arracher de la fenêtre. Je ne me suis pas arrêté quand il a réussi à faire lâcher la créature qui me tenait et qu'on est tombé sur le sol de la cave.
Je n'ai pas arrêté de hurler le long du trajet jusqu'à l'hôpital. Je ne me suis pas arrêté avant qu'il m'endorme. J'étais en mauvais état. J'avais le poignet cassé, des hématomes sur l'avant-bras. Mon bras était déboîté. Il avait été lacéré de partout. Il m'a même fallu des points de suture pour certaines blessures. La police a été appelée, évidemment. Mes parents étaient désemparés. Je ne sais même pas ce qu'ils ont dit à la police. Je ne pense pas qu'ils aient parlé de la fenêtre. Ont-ils dit que quelqu'un avait essayé de m'enlever ? Peu importe. Les services sociaux ont été impliqués. J'ai dû parler à beaucoup de monde. Je leur ai raconté à tous la même chose. Le truc dans la fenêtre voulait me tuer. C'est ce que ça voulait, et ça a presque réussi. Pas longtemps après, nous avons quitté la maison. Mais pas avant que mon père ait soudé des barres de fer sur la fenêtre. C'était il y a plus de 10 ans, mais mes parents ne nous en ont jamais reparlé. Adam s'en souvient, mais il n'en parle pas. Une fois, je revenais de la fac pour mes premières vacances d'hiver. Il m'en a parlé. Nous étions dans le salon à discuter tard le soir. Il est devenu soudainement silencieux, avant de me demander si je me souvenais de la fenêtre. J'ai eu du mal à avaler ma gorgée de chocolat chaud. J'ai acquiescé. Nous sommes restés silencieux un instant, avant qu'il ne me remercie de les avoir protégés, comme j'avais promis. On s'est arrêté là. Je ne crois pas que Margot s'en souvienne. Elle était si jeune. Et elle n'en a jamais reparlé. Elle a des cauchemars parfois, à propos d'un homme étrange devant une porte. Elle m'entend hurler. On ne lui a jamais dit d'où ces cauchemars venaient. Et moi, ça va. Mon bras a encore quelques cicatrices, mais ça va. J'ai fait évidemment des cauchemars pendant quelques années, et parfois je continue à les faire, mais en gros, ça va. Il y a juste une chose. Depuis cette nuit, je sens des choses. Des choses que je ne sentais pas avant. Ce froid, ces piqûres dans mon bras. Et quand je regarde autour de moi, parfois je vois des gens. Des gens qui ne sont pas vraiment là. Pas physiquement en tout cas. Parfois je vais simplement fermer les yeux et ils disparaissent. D'autres fois, je vais voir tous ces visages. Cet espace entre les mondes où les cris résonnent en attendant d'être entendus, d'être aidés. J'ai peur qu'un jour, ils me voient. Ma famille tient une maison funéraire. Quand je le dis, on me pose habituellement 2 questions. Est-ce que c'est hanté ? Et c'est flippant de travailler là ? Pour la première question, non. Même si la maison en elle-même est ancienne, elle a été construite dans les années 1860 et achetée par mon arrière-arrière-grand-père en 1889, aucun d'entre nous n'a jamais vu ou entendu quoi que ce soit de particulièrement inhabituel. En 2009, mon père a été contacté par le producteur d'une de ces émissions de chasseurs de fantômes à la télé parce qu'ils avaient entendu des rumeurs disant que la maison était hantée. Mon père a rigolé et a dit au producteur qu'ils étaient les bienvenus, mais qu'il était certain que rien ne se passerait. Ils ne sont jamais venus, mais il y a un article sur ça quelque part sur internet. Pensez que la maison funéraire est un lieu liminal. Nous sommes sur le trajet pour le défunt entre 2 mondes. Ce n'est donc pas très logique de hanter un lieu où on n'a aucune connexion émotionnelle, non ? Pour la deuxième question, parfois, ça l'est. Depuis que je suis né, la maison est dans sa totalité une maison funéraire. Et ma famille vit dans une maison derrière. Mais j'ai plus ou moins grandi ici. Mes 2 parents sont les patrons de la maison funéraire. Ma sœur
et des aérologues, elle maquille les défunts. Mon plus vieux frère, lui, se forme dans le milieu mortuaire. Et moi, j'aide dans les bureaux et autour de la maison. Même si je souhaite pas du tout m'engager dans ce milieu. Tout ça pour dire qu'on a tous grandi à proximité de cette maison funéraire. Et je pense que même si nous pouvons tous assurer que ce n'est pas hanté, nous pouvons également tous dire que ça peut être flippant. Parfois, on entend les bruits que font les cadavres quand les gaz quittent leur corps. Parfois, les corps peuvent bouger à cause des différentes étapes de la mort influant sur les muscles. Occasionnellement, le défunt est parti dans un accident provoquant des traumas menant à des cauchemars. Nous nous sommes occupés de personnes mortes à tous âges, de très jeunes à très vieux. Il arrive quelquefois qu'un membre de la famille endeuillé ou un ami puisse avoir des réactions violentes à cette perte. Pour nous, c'est le quotidien. Mais de temps en temps, quelque chose de vraiment flippant arrive. Habituellement, cela arrive durant les veillées mortuaires. Mon arrière-arrière-grand-père était un fossoyeur dans le Yorkshire, en Angleterre. Quand il a rejoint les États-Unis, il a emporté quelques traditions avec lui à la maison funéraire. L'une d'elles était une veillée un peu à l'ancienne, sachant que les veillées habituelles sont c'est les rassemblements classiques que vous connaissez probablement. Certaines personnes parlent de visites funèbres. C'est plus ou moins la même chose. Lors de la veillée funèbre, un veilleur reste toute la nuit à veiller sur le défunt. Il y a encore quelques cultures qui pratiquent ça, rester toute la nuit avec le corps pour le protéger ou prier. Cela a lentement quitté nos coutumes modernes, mais dans le testament de mon arrière-arrière-grand-père, il a fait assurer que nous offrions cette veillée dans nos prestations tant que la maison funéraire sera en service. Je ne sais pas pourquoi il tenait tant, mais on dit dans la famille qu'il expliquait que les gens qui la demandent sont ceux qui en ont le plus besoin. Alors, nous le proposons. C'est sur notre liste de services au milieu de nos autres services funéraires plus classiques. Ma famille a toujours été devant les autres en termes de prix. Je pourrais parler pendant des heures des problèmes de la corruption de l'industrie funéraire, mais vous n'êtes pas là pour ça. La veillée a toujours été un service complémentaire pour nous. Vous savez qu'on le propose seulement si vous le demandez. Voici comment nous le présentons. Un veilleur reste dans la maison funéraire, permettant l'accès par tout membre de la famille ou ami avec la permission de venir. Le directeur de l'établissement funéraire et ses employés peuvent également veiller le défunt par procuration si besoin. La veillée peut être tenue jusqu'à 7 heures du matin, quand la maison funéraire réouvre ses portes. Les gens nous demandent ce qu'apporte cette veillée. Nous leur répondons que ça donne un peu plus de temps aux proches pour dire au revoir, cela offre un temps seul avec le défunt, ou simplement ça rassure les proches sur le fait que la personne qu'ils ont aimée n'est pas seule dans la maison funéraire. Beaucoup de gens ont peur des vols, donc cette assurance peut les rassurer. Il n'y a pas grand monde qui la demande, et ceux qui la demandent à ce que ce soit les veilleurs par procuration, comme je disais auparavant, pour être rassurés. Quelquefois, 2 ou 3 d'entre nous le faisons, et d'autres fois, c'en est qu'un seul. Il y a un mois, j'étais seul. La sœur du défunt avait demandé la veillée pour son frère, demandant à ce que ce soit maintenu jusqu'à l'ouverture des portes de la maison funéraire. Pour respecter leur intimité, je dirais seulement qu'il était à la fin de la vingtaine quand il est mort. Malgré le fait qu'il soit mort dans un accident de voiture, son corps était en bon état. Sa sœur m'expliqua qu'elle avait eu des rêves assez perturbants depuis son décès. Il était dans son cercueil, les yeux fermés, mais son corps n'avait de cesse de bouger. Elle insistait sur le fait qu'elle n'était pas superstitieuse, mais quelque chose dans ses rêves la perturbait. La veillée prit place la nuit entre les dernières visites et les funérailles elles-mêmes. Le dernier visiteur quitta les lieux vers 9h30 ce soir-là, laissant les parents et la sœur du défunt auprès du cercueil. Avant qu'ils ne partent ensemble,
Sa sœur est venue vers moi et ma mère et demanda si elle pouvait laisser une enveloppe dans le cercueil et mettre son portable dans sa poche. Elle se sentait mal à l'aise de la voir. Nous lui avions répondu qu'elle pouvait évidemment le faire. Cela lui prit à peine 1 minute. Quand elle est revenue, elle m'emmena à l'écart. « Si quoi que ce soit se passe ce soir, vous me le direz quand je reviendrai demain matin ?» me demanda-t-elle. J'étais surpris, mais j'ai répondu que je le ferais. Honnêtement, on m'a demandé des trucs plus étranges. La famille est partie, puis ma mère et moi avons organisé la veillée. Ce n'est pas aussi rituel que ça en a l'air. On allume une bougie dans la salle où se trouve le cercueil, on fait du nettoyage, et nous réalisons les demandes de la famille. La plupart du temps, on nous demande de jouer certaines musiques ou de laisser de la nourriture ou une boisson particulière. Une famille nous avait demandé de lire une lettre à haute voix pour le défunt. Certaines demandes sont même très drôles. Dans cette situation, nous avons laissé une bouteille de Pale Ale et des barres de Twix. J'ai préparé les canapés dans le bureau pour la nuit, puis ma mère est partie. Les règles pour la veillée sont assez simples. Je reste toute la nuit, avec des micro-siestes si besoin, un réveil toutes les 1h30 pour être certain d'être réveillé et d'aller vérifier que la bougie soit encore allumée et que tout soit en place. Honnêtement, une maison funéraire de nuit, ce n'est pas aussi effrayant qu'on le pense. Je garde la lumière allumée dans le bureau et dans le couloir principal, et je suis tellement habitué au bruit de cette maison que très peu de bruits me surprennent. Bref, aux environs d'1h du matin, j'ai entendu 2 coups sonores, comme quelqu'un frappant du poing contre une porte. Cette veillée n'avait aucun visiteur de programmé, nous avions donc gardé la porte d'entrée verrouillée. De plus, je n'arrivais pas vraiment à savoir d'où venaient les coups. J'ai vérifié les écrans des caméras de sécurité et je n'ai rien vu devant les portes. Je me suis donc demandé si quelque chose était tombé à l'étage. C'est une vieille maison, ça arrive. Arrivé à l'étage, rien. Tout était exactement où il devait être. Quand je suis retourné en bas, je l'ai à nouveau entendu. C'était aussi bruyant et insistant, si ce n'est encore plus. 2 grands coups, venant de nulle part. Je ne suis pas effrayé par la maison, mais j'étais effrayé par quelque chose. J'ai remonté le couloir et j'ai rejoint la salle du cercueil. Rien n'avait bougé, pas même la bougie. Pendant quelques minutes, je suis resté là, attendant qu'il se passe quelque chose. Tout était silencieux. Soudain, 2 grands coups résonnèrent de nulle part, suivis par, on aurait dit, que toutes les portes de la maison avaient été frappées 2 fois. La porte devant, celle de derrière, celle du bureau, celle à l'étage. J'ai voulu appeler mes parents, mais quelque chose me retint. Je ne sais pas si j'étais trop effrayé et que ça m'empêchait de réfléchir, ou quelque chose de ce genre, mais je n'ai contacté personne. Après cela, tout était silencieux. J'ai passé le reste de l'heure et demie à essayer de trouver une explication logique à ce qui aurait pu provoquer ces coups. Le temps que j'arrive à une conclusion, bruit de vieille maison, ce genre de choses, mon réveil pour aller vérifier la salle du cercueil s'enclencha. Il était 2h30, j'y suis allé à contre-cœur. La bougie était allumée, tout était en ordre. Sauf le téléphone dans le cercueil. Tout le temps où je suis resté là, il n'a pas cessé de vibrer. Pendant 10 minutes, peut-être même plus longtemps, mais je ne suis pas resté pour vérifier. La vérification à 4h fut tranquille. Je parlais avec des amis sur Discord et j'ai remercié Dieu pour ça. Puis vint la vérification de 5h30. Naturellement, j'étais fatigué. Je n'avais pas dormi et la moitié du temps de 4h à 5h30, j'étais tendu et j'attendais le retour des coups. Je me suis donc traîné dans la salle du cercueil et là, j'ai vu la bouteille de bière, les Twix et le livre sur le sol. La bouteille était debout et les Twix étaient toujours côte à côte. Ce n'était pas comme s'ils étaient tombés, mais comme si quelqu'un les avait pris
et posés exactement comme ils étaient, mais sur le sol. Et la bougie était éteinte. Je me suis retourné et je suis retourné dans le bureau. J'ai pris le briquet et je promets que j'ai vu le corps dans le cercueil s'asseoir et me regarder. Il faisait totalement noir, excepté la lumière du couloir et le symbole de sortie de secours au bout de la salle, mais c'était suffisant pour dessiner la silhouette. Et la lumière rouge se reflétait dans ses yeux. Le problème, c'est que ma sœur avait mis des capsules sur ses yeux et les avait collées pour être certaine qu'ils garderaient bien leur forme et qu'ils restent bien fermés. Ses yeux étaient grands ouverts. Je suis retourné dans le bureau en courant plus rapidement que je n'avais jamais couru dans toute ma vie. J'étais trop effrayé pour ne serait-ce qu'hurler. Alors je me suis juste enfermé dans le bureau. Je me suis assis dans un coin, me demandant ce qui se passait. Je voulais appeler ma mère, mais mon téléphone était de l'autre côté de la pièce, et j'étais trop effrayé pour me lever et le prendre. Il a dû passer 1 heure avant que ça n'arrive. 2 grands coups sur la porte du bureau, puis le silence. Puis mon téléphone vibra. Je me suis forcé à me lever, même si j'avais l'impression de perdre l'équilibre à chaque pas. J'ai débranché mon téléphone du chargeur. Tout va bien ? C'était un message de ma mère. J'en ai presque pleuré de soulagement. Je lui ai répondu en lui demandant si elle pouvait venir plus tôt, mais je n'ai pas dit pourquoi. Elle m'a répondu qu'elle arrivait dans quelques minutes. Ces quelques minutes furent certaines des plus longues de ma vie. J'ai patienté, effrayé et épuisé. Je m'attendais à entendre ma mère rentrer et hurler. Finalement, je l'ai entendue rentrer. Puis j'ai entendu la poignée de la porte jouer. Puis elle m'a envoyé un message, me demandant pourquoi la porte du bureau était verrouillée. Je l'ai laissée rentrer, et j'ai littéralement éclaté en sanglots en la prenant dans mes bras. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, même la bougie s'éteignant, et le corps s'asseyant. Elle m'a réconforté en me disant que tout était en ordre. Quand j'ai regardé au-dessus de son épaule, j'ai vu que la bougie était allumée. La bouteille, les Twix et le livre étaient sur la table. Ma mère pense que j'ai fait un cauchemar. Dans ma recherche désespérée de donner un sens aux choses, j'ai décidé d'être d'accord avec elle. Malgré cela, je l'ai laissé préparer l'ouverture seule, restant assis dans le bureau. Elle m'a dit que je pouvais rentrer, mais je préférais rester auprès d'elle un peu plus longtemps. À 8 heures, la famille commençait à venir. La sœur du défunt également. Elle m'a vu. Je ne veux pas savoir ce qu'elle a pensé. J'étais en hoodie avec un bas de pyjama et j'avais l'air fracassé. Elle m'a fait signe de venir. Elle me demanda comment s'était déroulée la nuit, si quelque chose s'était passé. Je lui ai parlé des coups et du téléphone qui devenait fou. Tout sauf le corps se redressant. Elle s'est mise à pleurer. Elle ne m'expliqua rien. À la place, elle rejoignit le cercueil, quelques minutes, et revint avec l'enveloppe et le téléphone. Pleurant toujours, elle tenait l'enveloppe comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Avant qu'il ne meure, je me suis disputé avec lui au sujet d'un truc vraiment stupide. Elle m'expliqua. Je n'ai pas eu l'opportunité de m'excuser. C'est une lettre d'excuse. Je ne sais pas pourquoi, j'avais le sentiment que je devais écrire. À cet instant, elle ouvrit l'enveloppe, déplia la lettre et me montra la fin de celle-ci. Est-ce que tu acceptes mes excuses ? 1 coup pour non, 2 coups pour oui. Je ne peux décrire comment je me sentais à cet instant. Tous ces coups et ces 2 coups à la fin de la nuit. Oui. 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 Puis, elle m'a montré l'historique de son téléphone. Tous les appels venaient du travail de son frère. C'est mon téléphone,
Pas le sien, dit-elle. Elle recommença à pleurer, descendant toujours dans l'historique des appels. Le jour où il est mort, il m'a appelé du téléphone de son travail. J'étais toujours en colère, alors je n'ai pas décroché. Quand je l'ai rappelé, il n'a pas décroché. Après tout cela, sa sœur avait l'air plus sereine qu'effrayée, et elle me remercia d'être restée avec son frère. Après ça, je suis rentré chez moi, en pensant à ce que mon arrière-grand-père avait dit. Ceux qui demandent la veillée funèbre sont ceux qui en ont le plus besoin. Ils ont besoin de plus d'aide que ce que peuvent offrir des funérailles classiques.